Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous connecter sur ce dernier webinaire Identity Days pour l'année 2023. L'idée de ce webinaire, ça va être de faire un focus sur le traitement des vulnérabilités avec les petites nouveautés qui sont arrivées fin d'année, de manière à, on va dire, bien préparer l'année 2024 et faire le point sur un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de concepts liés à la gestion des vulnérabilités. Je m'appelle Sylvain Cortès, je travaille pour une société qui s'appelle Acuity et on va pouvoir maintenant démarrer. Alors, en termes d'agenda, on va au départ faire un petit rappel très rapide sur ce que c'est que les vulnérabilités. Voilà, j'aime bien au départ m'assurer que tout le monde a le même concept autour de la définition de ce que c'est qu'une vulnérabilité. On parlera 2 secondes d'Acuity, qui est donc le sponsor de ce webinaire, parce que comme vous le savez, sur les webinaires Identity Days, on a pour chaque webinaire un sponsor qui nous aide à payer les coûts d'infrastructure. Et on fera ensuite le focus sur 3 éléments principalement, l'évolution de CVSS vers la version 4, faire quelques rappels sur la partie EPSS et on terminera sur le CISACEB. Alors, il y a 2 sujets que je voulais traiter au travers de ce webinaire qui sont aussi SSVC et les nouveautés liées à l'Unitrattack 14. J'ai décidé hier d'enlever ces 2 éléments-là, tout simplement parce que ça faisait trop. Ça rentrait pas dans les 45-50 minutes du webinaire, ou du moins ça aurait nécessité vraiment de survoler l'ensemble des éléments. Donc, il est vraisemblable qu'on fasse un autre webinaire sur Q1 2024 qui concerne spécifiquement SSVC, Mitrattack et notamment la notion de priorisation. Et puis on terminera avec quelques informations et quelques nouvelles aussi pour la partie 2024 en ce qui concerne l'Acadim, qui est l'association en fait qui organise les Identity Days. Alors, objectif de ce webinaire, comme je l'ai dit, on va éclaircir 2-3 concepts. On va voir les nouveautés qui sont arrivées fin d'année sur les différents frameworks qui sont rattachés à la gestion des vulnérabilités. Et puis, comme dit en introduction, l'objectif, c'est de bien préparer l'année qui arrive et d'avoir tous les outils, tous les concepts, toutes les mises à jour qui nous permettent de traiter ces vulnérabilités. Pour information, le webinaire est enregistré, donc vous recevrez également un lien pour revoir en replay ce webinaire. Et si vous avez des questions, vous avez dans votre interface un endroit où c'est marqué questions-réponses ou Q&A. Je ne sais pas si vous êtes en français ou en anglais sur votre browser. Et je prendrai les questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir au fil de l'eau. Et puis, à la fin, je traiterai l'ensemble des questions pour vous donner des précisions sur les points d'interrogation. Petit rappel rapide, très rapide, 2 slides sur la notion de vulnérabilité. Donc, pour rappel, quand je vais utiliser le terme vulnérabilité, j'entends par là une faille, une faiblesse rattachée à un système informatique. Très souvent, en fait, on considère la vulnérabilité comme étant égale à la notion de CVE. Attention, ça c'est une erreur. La notion de vulnérabilité est bien plus large. Une vulnérabilité de configuration, c'est aussi une vulnérabilité sur un système. Donc, bien sûr, les CVE c'est la partie qu'on voit tous les jours parce qu'on en a des nouvelles. Mais quand on fait du traitement informatique et qu'on utilise le terme vulnérabilité, ça peut être tout un tas d'autres choses. Et pour faire très simple, les vulnérabilités, il y en a 2 types. Si je dois schématiser à l'extrême, on va avoir tout ce qui est erreur de programmation, où là, effectivement, on va retrouver le code développé en interne avec des secrets à l'intérieur, et on va retrouver notamment la partie CVE, c'est-à-dire des failles avérées qui sont très souvent sur un système commercial, mais qui peuvent être attachées également à des choses open source.
et qui ne serait pas patché. Donc une CVE, hein, c'est une faille sur un système logiciel, et on a un patch qui permet de corriger généralement cette faille. Et une vulnérabilité avérée sur un système, ça va être en fait un patch non passé permettant de corriger. Alors quand je dis patch, à nouveau, c'est au sens large du terme, parce que ça peut être un patch qui corrige, ça peut être aussi ce qu'on appelle alors en anglais mitigation, c'est-à-dire un moyen d'atténuer en fait la vulnérabilité, ou ça peut être une méthode de contournement qui va permettre de ne pas patcher directement le code, mais on va dire, de corriger d'une autre manière en fait l'exécution de cette vulnérabilité. Mais il faut garder en tête aussi que les erreurs de configuration font partie de la famille des vulnérabilités au sens large du terme. Et bien sûr, si vous avez l'habitude de traiter les choses avec les attaques de ransomware, par exemple, ou ce que les APT utilisent pour rentrer dans les systèmes cibles, vous savez que les mauvaises configurations AD font partie globalement des mauvaises configurations les plus utilisées par les attaquants. Mais ça peut être des mauvaises configurations sur un firewall, des mauvaises configurations sur une passerelle SSL. Ça peut être maintenant des mauvaises configurations sur les systèmes IaaS dans le cloud, etc., etc. Il y a souvent des gens qui me disent oui, mais il y a aussi une autre vulnérabilité, c'est l'utilisateur. Oui, mais en fait, l'utilisateur, on le retrouve de partout, parce qu'une erreur de programmation, une erreur de configuration, c'est bien un utilisateur qui réalise cette erreur. Donc, l'erreur en termes de vulnérabilité rattachée à un utilisateur, je la mets de côté. On considère que les vulnérabilités, ça va être globalement des CVE ou du code développé en interne de façon inadéquate, plus des erreurs de configuration. Donc, je vais couper ma caméra parce que peut-être que ça perturbe le flux. Comme ça, au moins, je m'assure d'avoir toute la bande passante. Juste 2 slides en fait sur le sponsor. Donc Acuity, c'est une solution en fait qui permet de mettre en œuvre ce qu'on appelle un VOC, un Vulnerability Operation Center. Donc pour faire très simple, vous avez des connecteurs en entrée, vous avez des connecteurs en sortie. Donc les connecteurs en entrée, c'est plutôt pour faire de l'acquisition de données sur des scanners de vulnérabilité ou des référentiels de CMDB. Vous avez un data lake qui contient en fait l'ensemble des vulnérabilités présentes dans votre système, et vous avez des connecteurs de sortie qui permettent d'automatiser en fait le traitement des vulnérabilités vers des outils de ticketing, vers des outils de SOAR ou des outils en fait de gestion de risque. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais sachez que la plateforme est disponible on-prem ou en mode cloud en fonction de vos contraintes. Laurent, je vais passer sur la slide d'après et j'aimerais bien que tu me confirmes qu'elle apparaisse. Une slide avec 3 carrés. Oui. Ok, nickel. Super, merci. Donc, pour résumer, et je vous inviterai à aller sur le site web d'Acuity si vous avez ce genre de problématique ou si vous posez des questions sur la gestion des vulnérabilités dans vos organisations. On va donc centraliser les vulnérabilités, les prioriser et puis permettre en fait la rémédiation de ces vulnérabilités. Quel que soit le type de vulnérabilité, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, une vulnérabilité, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des CVE, mais ça peut être aussi des défauts de configuration, des problématiques dans le code, etc., etc. Alors, maintenant, on va passer à la première partie de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir CVSS en version 4. Avant de parler de la version 4, on va expliciter ce que c'est que CVSS et comment ça fonctionne. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, CVSS est un système de notation de sévérité d'une vulnérabilité. Pour faire simple, ça veut dire qu'on va essayer d'évaluer ce qu'on appelle la sévérité d'une vulnérabilité. Et pour ce, on va utiliser en fait un système de notation. Ce système de notation, CVSS, il est en fait géré par un organisme, une association, pour être plus précis, qui s'appelle le FIRST, qui à la base aux États-Unis est une association qui regroupe plutôt des gens qui travaillent dans les SOC ou voire dans les CERT,
mais qui a vocation aussi à fournir des outils de mesure, des outils de traitement et des méthodes qui permettent en fait d'analyser les vulnérabilités. Et dans le FIRST, en fait, vous avez ce qu'on appelle des groupes, alors en bon français, des groupes de travail, et vous avez notamment un groupe de travail qui s'affaire à définir et à faire évoluer la nomenclature, la notation dite CVSS. Vous pouvez aller sur le site du FIRST pour avoir plus d'informations là-dessus. Et quand vous cliquez en fait sur ce groupe de travail, vous allez avoir une page dédiée en fait avec un ensemble de documents qui décrit l'ensemble des éléments liés à CVSS. Donc je vais pas vous décrire tous les outils en ligne que vous allez pouvoir trouver sur cette page web, mais sachez qu'en fait, vous allez retrouver l'intégralité des documents qui décrivent CVSS, qui décrivent comment ça fonctionne. Vous aurez ce qu'on appelle la calculatrice qui permet, en fonction d'un certain nombre de critères, de comprendre comment fonctionne le scoring et d'avoir une notation de sévérité qui apparaît. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, CVSS est un système qui évolue. Ce que je veux dire par là, c'est que la première version de CVSS, vous l'avez eu il y a environ un petit peu moins de 20 ans, où ça a été la première tentative, on va dire, d'évaluation des CVE en termes de sévérité. Puis ça a évolué dans le temps. On a eu une version 2, on avait une version 3, une version 3.1. Et donc, il y a quelques semaines, la version 4 de CVSS est apparue et est sortie. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, quand on parle d'évolution de CVSS, c'est juste un moyen. L'évolution en tant que telle, c'est une évolution à la fois sur comment je veux noter une CVE, comment je veux noter une vulnérabilité, quel attribut j'utilise, et aussi la formule finale, c'est-à-dire une fois que j'ai fait des notations sur différents attributs liés à ma vulnérabilité, quelle est la formule finale que je vais utiliser pour calculer en fait le score de sévérité ou le score de risque, on va voir la différence un peu plus tard, rattaché à une CVE. Donc en fait, quand vous calculez, quand vous utilisez CVSS pour, on va dire, évaluer les risques, la sévérité, les problématiques liées à une CVE, vous avez, en fonction de chaque version de CVSS, en fait, une calculatrice qui vous est donnée et qui vous permet d'évaluer, en fait, globalement, trois catégories d'informations. Et ces trois catégories d'informations représentent en fait des choses assez différentes lorsque vous allez vouloir évaluer l'impact potentiel d'une CVE sur votre système. La première partie, ce qu'on appelle le Bayes Matrix. Donc, le Bayes Matrix, c'est en fait l'évaluation de la sévérité elle-même de la CVE. C'est-à-dire que là, on va pas prendre le contexte, on va juste prendre la CVE et on va essayer d'évaluer, en fait, de comprendre quel est son impact potentiel, comment elle peut être utilisée par un attaquant, si la CVE est utilisée, quel type d'impact ça peut avoir sur le système, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la première partie de l'évaluation CVSS. La deuxième partie, c'est celle qui est à droite, qui est représentée par le petit ordinateur et qui, on va dire, concerne l'environnement, le système sur lequel cette CVE est avérée. C'est-à-dire que vous avez une machine, 10 machines, 100 000 machines avec une CVE, et ces machines-là, en fait, elles ont des caractéristiques, on a des attentes en termes de confidentialité, intégrité et disponibilité sur ces machines. Donc, vous allez avoir une partie dite environnementale que vous allez pouvoir évaluer. Et puis, la troisième partie, qui s'appelle Threat Matrix en version 4, c'est vraiment la menace elle-même, c'est-à-dire, OK, on a une CVE, OK, elle est sur un système qui a telle catégorie. Maintenant, est-ce que cette CVE est véritablement utilisée par les attaquants? Et à quel point elle est utilisée par les attaquants? Et est-ce qu'on a des preuves avérées qu'il y a des codes d'exploitation qui permettent
en fait, d'exploiter cette vulnérabilité. On va revenir après en détail, on va dire, sur les évolutions entre CVSS 3.3.1 et la version 4. Mais gardez bien en tête qu'en fait, vous avez ces trois éléments-là qui vous permettent d'évaluer au final le risque lié à une CVE, en sachant que la partie base metrics ne vous permet pas d'évaluer un risque, mais vous permet d'évaluer en fait la sévérité intrinsèque de la CVE. Donc ensuite, ces scores-là, vous allez les retrouver où? Ces scores, en fait, vous allez les retrouver au niveau de différents sites web, notamment sites web américains, qui vous fournissent en fait la liste des CVE. Donc, pour rappel, il y a deux sites sur lesquels et deux organismes en fait qui utilisent cette notation CVSS pour vous fournir des informations sur les CVE. Vous avez le NIST avec le site web bien connu qui s'appelle le NVD, où vous allez avoir la liste en fait des un peu plus de 200 000 CVE connus actuellement et qui va vous fournir aussi la notation CVSS qui est rattachée à cette CVE. Et puis, vous avez le MITRE aussi qui fournit ce type d'informations parce que vous allez avoir également un référentiel de CVE au niveau du MITRE qui vous permet de connaître les CVE et les notations CVSS rattachées. En sachant que vous avez actuellement en fait une migration, donc pas rentrer dans les détails, mais en fait vous avez deux sites web qui sont gérés par le MITRE et il y a l'ancien site web qui est en cours de transition vers le nouveau site web. Donc en fait, quand vous allez sur l'un ou l'autre de ces sites web, vous allez trouver la liste des CVE et quand vous regardez une CVE en détail, vous allez retrouver en fait ce qu'on appelle la sévérité. Et la sévérité, en fait, elle correspond à une notation qui correspond à la partie base metrics qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire uniquement la CVE elle-même. Donc ça, c'est un concept qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez sur le NVD ou quand vous allez sur les référentiels du MITRE, la note qu'on vous fournit n'est pas une note de risque, mais une note de sévérité. C'est-à-dire que, en gros, on vous dit, OK, pour calculer une note CVSS, voici la formule. Par contre, on ne vous donne la valeur que pour la partie sévérité elle-même, pour la partie base metrics, ce qui est logique, puisque c'est pas le rôle du NVD de projeter les systèmes sur lesquels vous avez cette CVE. Donc, c'est indépendant. De la même manière, le NVD n'est pas organisé pour vérifier si une CVE est exploitée ou non. Donc, le NVD ne peut pas vous donner la partie temporale et ne peut pas vous donner, bien sûr, la partie environnementale. Néanmoins, quand vous allez sur chacune de ces CVE, vous allez retrouver en gros le base score, c'est-à-dire le score attaché au base metrics. Vous allez retrouver ce qu'on appelle le vecteur, donc c'est sur ma petite copie d'écran, là où c'est marqué vector. Et là, en fait, c'est l'ensemble des attributs avec leurs valeurs qui ont permis de calculer le base score. Vous allez également avoir potentiellement la notation base en version 3 ou en version 2. Donc là, attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je vous l'ai dit au départ, la notation CVSS, elle évolue. C'est-à-dire qu'on a des versions qui évoluent. On a commencé avec la 1, la 2, la 3, la 3.1 et maintenant la 4. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'évaluation de la sévérité d'une CVE se fait au moment où la CVE est publiée, en fait, au niveau des référentiels NVD. Ce qui sous-entend que maintenant qu'on a la version 4, il ne faut pas penser que les anciennes CVE vont être renotées avec la version 4. En fait, c'est au moment où on publie la CVE qu'on va attribuer le vecteur et qu'on va attribuer la sévérité. Donc ça, c'est un point important. Ça sous-entend que dans le futur, en fait, on aura vraisemblablement à un moment donné des notes CVSS 4 au niveau du NVD, mais les anciennes CVE, a priori, ne seront pas renotées en CVSS 4. Pour aller un peu plus dans le détail de l'évolution, là, vous avez en fait en haut la version 3X de la notation CVSS, avec, on retrouve nos différents groupes, le base, le temporal et l'environnemental. Et vous avez la correspondance, en fait, au niveau de CVSS 4.
Donc, le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'en fait, avant, on avait 3 groupes et que maintenant, on en a 4. Alors, je vais revenir dans les slides qui suivent en détail sur ces évolutions. Mais on voit qu'on a l'apparition, en fait, d'un nouveau groupe qui s'appelle supplémental. On va en reparler juste après derrière. On voit également que la partie qui s'appelait avant temporale a été renommée en threat, c'est-à-dire en gros en menace. Ce qui est juste pour l'instant en fait un moyen de renommer et de préciser ce qu'on entend par temporal, parce qu'on entendait par temporal l'évolution dans le temps en fait de la menace. Là, je pense que c'est un peu plus clair effectivement d'appeler ça la partie menace. Mais on voit aussi qu'on a moins de critères pris en compte. On va y revenir juste derrière. Donc, en haut, la partie CVSS 3.1, en dessous, la partie CVSS 4, et l'apparition, en fait, d'un groupe supplémentaire qui, comme le nom l'indique, s'appelle supplémental. Ce qui va donc dire qu'on va avoir une évolution de la nomenclature. Pour faire très simple, quand vous avez, donc vous voyez sur ce tableau, vous avez ce qu'on appelle la nomenclature et à quoi ça correspond. Donc quand vous allez parler maintenant en version 4 du CVSS-B, on va concerner, en fait, ça ne concerne en fait que les éléments liés au base metrics. Quand on va parler de la nomenclature BE, ça sera le base metrics plus l'environnemental. Quand on va parler de CVSS-BT, ça sera les attributs du base metrics plus les attributs de la partie threat qui seront pris en compte. Et puis quand on parlera de BTE, en fait, on parlera de l'ensemble, c'est-à-dire à la fois les attributs du base, les attributs du threat, qui est anciennement, encore une fois, temporal, et les attributs de l'environnemental. Et rappelez-vous néanmoins, dans tous les cas, ce que vous trouvez en ligne au niveau du NVD, ça ne concerne uniquement que la partie CVSS-B. C'est-à-dire qu'on vous donne la valeur pour CVSS-B, et si vous voulez calculer CVSS, disons BE, bah, ça sera à vous de compléter les attributs qui correspondent en fait à votre environnement. Et puis, si vous voulez calculer la valeur pour CVSS BT, bah, vous devrez avoir des informations, en gros, de Threat Intel sur la menace pour alimenter le modèle et avoir une note BT. Donc, j'insiste lourdement là-dessus, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de confusion de la part des gens sur ce sujet. Attention, le score que vous obtenez quand vous allez sur le NVD, c'est en fait uniquement l'équivalent ici de CVSS B. Les autres scores, c'est à vous de les calculer, en fait, ou c'est à vous d'avoir une solution qui vous permette de calculer l'ensemble des scores. Vous voyez ici que le composant supplémentaire le bien nommé supplémental métrique, groupe, il n'apparaît pas dans ces combinaisons. On va y revenir également un petit peu plus tard, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas été prévu d'utiliser les valeurs d'attributs potentiels du supplémental métrique pour calculer un score un peu plus précis. On va revenir sur ce sujet juste derrière. Donc, si on parcourt les différents groupes au niveau des métriques, je vais pas parcourir l'ensemble des modifications et l'ensemble des changements. Je vais uniquement pointer du doigt les trucs qui sont importants. Au niveau du base metric, il y a un élément qui est, à mon avis, à la fois important et intéressant, c'est l'apparition d'un nouvel attribut qui s'appelle Attack Requirements. En fait, cet attribut, il permet d'évaluer si l'usage de cette CVE peut être réalisé dans un contexte, enfin, doit être réalisé dans un contexte particulier au niveau du système. C'est-à-dire qu'en gros, on a ici un attribut qui permet de définir est-ce que l'usage de cette CVE par un attaquant peut être fait dans tous les cas, quel que soit l'état du système, quels que soient les prérequis réseau, système, sécurité, ou est-ce que
l'usage de cette CVE ne peut être fait que dans un contexte particulier qui nécessite des conditions particulières. Typiquement, il faut que le système ait rebooté 3 fois avant que la CVE puisse être utilisée. Typiquement, il faut que la personne ait ouvert un navigateur, puis est allée sur tel site web, par exemple, pour faire l'exécution de la CVE, etc., etc. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant et qui est différent, en fait, de la complexité, de l'attaque complexity, qui, elle, mesure effectivement la complexité de l'attaque en tant que telle. Donc ça, c'est un élément intéressant qui n'était pas présent dans CVSS 3X. Sur la partie ex-temporale, qui devient threat, en fait, on avait, dans l'ancienne version, 3 attributs qui permettaient de catégoriser la partie temporelle. On a un attribut qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours si on raisonne en 3.1, exploit code maturity, et puis on en avait 2 autres, remediation level, report confidence. Ça a été simplifié, peut-être à l'extrême, en un seul attribut. Donc en fait, maintenant, dans le metric threat, vous n'avez qu'un seul attribut qui vise à évaluer la maturité de l'exploitation, la maturité de l'exploit. C'est-à-dire, alors attention, parce que là, il y a aussi parfois de la confusion. Quand on te parle de maturité de l'exploit, on parle en fait à quel point est mature un code qui permettrait d'exploiter cette vulnérabilité. Ça ne concerne pas l'intensité de la menace ou l'intensité d'usage de cette CVE. C'est-à-dire que qu'on ait un groupe d'attaquants ou 400 qui utilisent cette CVE, ça ne rentre pas en compte dans l'exploit maturity. L'exploit maturity va regarder si vous avez un code qui est disponible sur GitHub, par exemple, pour exploiter la vulnérabilité, va regarder si vous avez un code qui est présent dans les outils offensifs type Cobalt Strike, Empire et compagnie, qui permet d'exploiter directement cette vulnérabilité, etc., etc. Donc, c'est vraiment à quel point on a un code qui permet d'exécuter l'usage de cette CVE sur un système. Je pense que ça a été fait parce que remediation level et report confidence, c'était 2 notions qui étaient complexes en fait à évaluer de la part des clients ou de la part des CTI. Et donc, ils ont voulu simplifier. Néanmoins, je considère que peut-être c'est un peu trop simple. On va y revenir tout à l'heure. Sur la partie environnementale, donc les attributs qui caractérisent, on va dire, la machine qui porte ou les machines qui portent cette vulnérabilité, les critères n'ont pas véritablement évolué. Dans le calcul final, on a quelques petites variations sur la formule mathématique qu'utilisent les valeurs, mais sur les attributs en eux-mêmes, c'est pas des choses qui ont été changées profondément. Pour rappel, quand on parle de la partie environnementale, il y a une partie qui est assez importante et qui provient généralement d'études de risk assessment de votre côté, c'est quel est le niveau voulu pour le système en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité, ce qu'on appelle les critères CIA en bon américain, qui permettent en fait d'évaluer nos attentes vis-à-vis du système qui est porteur de cette vulnérabilité. Et ça va influencer évidemment la note globale que vous pourriez utiliser, c'est-à-dire la note qui comprendrait à la fois la partie base metrics et la partie environnementale, ou la note qui prendra en compte le base metrics, la partie threat et la partie environnementale. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas pour le coup des critères techniques, ce sont des critères qui doivent être amenés par vous-même pour faire ce calcul et qui proviennent généralement d'études de risque. Le supplemental metric group, donc c'est le 4e groupe qui est apparu en fait avec CVSS en version 4. Ce groupe en fait est un groupe qui permet de
caractériser, on va dire, un, un petit peu plus fortement la vulnérabilité et notamment, c'est un mélange en fait entre des choses liées à l'environnemental et liées à la vulnérabilité elle-même. Et par exemple, on va pouvoir évaluer son niveau de recovery si jamais cette vulnérabilité était exploitée. Donc, vous voyez, vous avez un attribut ici qui s'appelle recovery. Cet ensemble d'attributs n'est pas quelque chose, c'est ça qui est important de comprendre, quelque chose qui va être utilisé au niveau de la note en elle-même. C'est-à-dire que là, le first considère qu'il vous donne une 4e catégorie d'attributs, vous permettant de renseigner vous-même des choses, mais les choses que vous renseignerez ici n'auront aucun impact sur la note liée à la CVE dans votre contexte. Donc, je trouve l'idée intéressante de rajouter une 4e catégorie. Néanmoins, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de ne pas le prendre en compte dans la note globale. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré, perso, qu'on ait une 4e catégorie qui permette de caractériser des choses optionnelles, ça n'a pas de problème, mais des choses optionnelles qui auraient eu un impact sur la note. Parce que là, déjà que les organisations, elles ont du mal avec la partie environnementale et la partie threat, on leur donne ici un 4e niveau à renseigner qui n'aura aucun impact, en fait, sur la note finale. Donc peut-être que des organisations très matures vont l'utiliser, mais j'en suis, ça me laisse pantois quand même. Donc, les observations que je peux vous donner par rapport à CVSS4, pour l'instant, un point important que je n'ai pas précisé, pour l'instant, les scores ne sont pas donnés. C'est-à-dire que même le base métrique n'est actuellement pas donné par le NVD. Ça sera le cas vraisemblablement d'ici peu, mais pour l'instant, quand vous avez une notation CVE base sur le NVD, on part toujours en 3x, en 3.1. Donc, pour l'instant, en fait, on ne fournit pas les notes CVSS4 base. Et rappelez-vous, hein, cette note, en fait, elle est faite en regardant les vecteurs et cette évaluation, elle est faite soit par le NVD directement, soit par en fait le fournisseur qui déclare la CVE. Point important à nouveau, il y aura pas a priori, il n'y aura pas de rétroscoring. C'est-à-dire que le jour où le NVD dit le CVSS4, maintenant je l'utilise et je vous donne la note CVSS4 en utilisant ces nouveaux attributs et ces nouvelles évaluations, les anciennes CVE vont pas être notées parce que ça voudrait dire qu'il faudrait repartir sur toutes les anciennes CVE et recalculer, entre guillemets, l'ensemble des éléments avec la nouvelle évaluation, ce qui évidemment ne sera pas fait. Perso, je trouve qu'il y a 2-3 évolutions un peu bizarres, et notamment la partie temporale qui devient thread, ça me va. Mais le fait d'éliminer des critères de notation, d'en avoir plus qu'un seul pour évaluer la menace, ça me paraît un peu bizarre. Néanmoins, c'est une évolution. On va apprendre à l'utiliser, on va apprendre à faire avec, et on va peut-être découvrir aussi des intérêts à utiliser CVSS4 quand ça sera possible, on va dire. Une organisation peut bien sûr, si elle le désire, créer ses propres évaluations. C'est-à-dire que si vous êtes extrêmement mature en termes de gestion des vulnérabilités, que vous dites, moi, OK, le NVD ne me fournit pas le base score CVSS, mais moi, je peux le calculer parce que j'ai le vecteur, donc je peux donner mes propres évaluations. Pourquoi pas vu le niveau de maturité des organisations que je rencontre, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui le fassent en France et en Europe du Sud. Mais c'est tout à fait possible puisque vous avez la calculatrice et vous avez les moyens vous-même, si vous le désirez, d'évaluer en fait l'ensemble du spectre, le base, le threat et l'environnemental. Pour aller plus loin, je vous conseille, il y a un training en ligne qui est gratuit sur le site du FIRST et qui, pour le coup, une fois que vous avez fait le training, vous permet de bien maîtriser les évolutions de CVSS 3X vers 4. Si vous avez, c'est pas très très long, allez, on va dire qu'il vous faut 1 heure. Je vous conseille véritablement de le faire si vous travaillez
dans le monde de la gestion de la vulnérabilité ou dans des CERT ou dans des SOC. Ça vous donne les bases et ça peut vous être utile pour dialoguer avec vos pairs. On va maintenant passer à la deuxième partie, qui est la partie EPSS. Alors, l'EPSS, vous avez peut-être vu des échanges parfois passionnés sur Twitter ou sur LinkedIn concernant l'EPSS, puisque l'EPSS est un système à nouveau alors je ne vais pas dire de notation, je vais plutôt dire de prédiction, même si c'est à la fois une note et une prédiction, qui est utilisé, qui est disponible et dont tout le monde n'a pas le même avis. Néanmoins, c'est important de comprendre ce que c'est, de comment ça marche et comment on peut l'utiliser, surtout dans un souci à nouveau de priorisation des vulnérabilités qu'on doit traiter. À nouveau, le PSS, en fait, est, on va dire, géré, défini par le FIRST. Et à nouveau, vous avez un groupe de travail qui est dédié, en fait, à l'EPSS. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le FIRST, pour le coup, là, n'est que un petit peu, on va dire, la façade. En fait, l'entité qui techniquement définit les notes EPSS, c'est une société, en fait, qui est sous-traitée par le FIRST et qui s'appelle Scientia. Et ce sont des spécialistes de tout ce qui est gestion en masse des données, formules mathématiques pour faire de la prédiction et ce genre de choses. Et en fait, c'est eux qui véritablement en fait maintiennent au quotidien les scores EPSS, même si évidemment tout ça est drivé par le FIRST. Mais techniquement, ce sont des gens de chez Scientia qui s'en occupent. Alors, EPSS, c'est quoi? En fait, EPSS, c'est une probabilité d'exploitation. C'est-à-dire qu'en gros, la promesse de PSS, c'est de vous dire, je vous donne une proba, donc c'est-à-dire une valeur entre 0 et 1, ok? Je vous donne une proba pour vous dire si cette CVE va être exploitée dans les 30 prochains jours. Comment ils font ça? Ils collectent des informations à partir de plein de sources. Alors, quand je dis ils, à nouveau, c'est la société qui est sous-traitée par le FIRST, qui collecte des informations depuis différentes sources et la plupart des informations en source ouverte. Ils vont essayer de recueillir des preuves d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils vont être en relation avec des CERT. Rappelez-vous, hein, le FIRST, à l'origine, c'est en fait beaucoup de gens qui travaillent dans des SOC et des CERT. Donc, ils ont des informations quand même à jour sur est-ce qu'une CVE est utilisée ou est-ce qu'on a détecté en fait des patterns qui peuvent dire qu'une CVE est utilisée même si on n'a pas encore des preuves d'exploitation formelles. Ensuite, ils ont défini un modèle, ils ont défini une formule mathématique. Ils essaient d'améliorer ce modèle en sachant qu'en fait les informations qui sont fournies par EPSS sont mises à jour quotidiennement, une fois par jour. Et donc, ils vont vous fournir une liste de probabilités rattachées à l'ensemble des CVE qui sortent au niveau du LVD. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est pas très compliqué. Si vous voulez connaître cette probabilité d'exploitation dans les 30 jours qui viennent, vous avez un certain nombre de liens. Vous pouvez télécharger l'ensemble des fichiers tous les jours. Vous avez une notation qui vous permet une nomenclature, pardon, qui vous permet de télécharger l'état de PSS à un jour donné, si vous voulez comparer notamment l'évolution du score EPSS, de la probabilité EPSS. Et vous avez également une API qui vous permet d'automatiser en fait ces éléments. La plupart des outils, alors là j'ai pris un screenshot d'Acuity, mais la plupart des outils qui font, sans faire du VOC, mais qui font plus basiquement de la gestion des vulnérabilités, type, je sais pas, Tenable, Rapid7, Qualys, vous fournissent la notation EPSS parce que ça fait maintenant partie des critères pour essayer d'évaluer en fait si on doit corriger ou non une vulnérabilité rapidement. Et bien sûr, Acuity vous fournit ces informations. Et vous voyez, alors je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez une valeur qui est entre 0 et 1. Et évidemment, plus vous allez vers 1,
plus ça veut dire que c'est dangereux, pour faire ça. Donc, un score à 0,97, c'est dangereux. Un score à 0,04, c'est pas très dangereux. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous dit ou c'est la promesse de PSS. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de comment ils font pour collecter des informations. Comme je vous l'ai dit, la plupart des informations, en fait, elles viennent de sources ouvertes, plus les relations qu'ils ont avec les CERT et les SOC dans le monde entier, puisque c'est à la base, First est dédié à ce type d'entités et de personnes qui travaillent dans ces entités. Et à la fin, en fait, ils collectent tout ça. Ils ont des formules mathématiques. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les formules mathématiques, mais voilà, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais il y a du logarithme. Enfin, il y a de quoi se rappeler ces années d'études à la fac pour ceux qui ont fait un peu de maths à la fac. Et donc, vous avez un certain nombre d'attributs, de pondération de ces attributs, qui vous permettent à la fin d'avoir une probabilité. Le truc que je veux mettre en exergue ici, c'est que vous voyez ici qu'il y a des pondérations sur la droite en fonction des vents d'or. C'est-à-dire, si cette vulnérabilité touche tel ou tel vent d'or, la probabilité va en être impactée. On va revenir là-dessus juste derrière. Donc, à la fin, vous avez sur les CVE une probabilité d'exploitation, encore une fois, dans les 30 jours. Et vous voyez qu'en fait, il y a énormément de CVE qui sont, on va dire, à 0 ou entre 0 et 0,01. Et plus on arrive vers les 100% qui correspondent à la valeur 1 en proba, moins vous avez en fait de CVE. Donc en fait, ce qui est utilisé par beaucoup de personnes, c'est cette fameuse probabilité, un score entre 0 et 1 d'exploitation, en sachant qu'il y a relativement peu de vulnérabilités qui s'approchent de 1. Et en fait, moi, je trouve que l'information la plus utile, personnellement, c'est pas la probabilité, c'est ce qu'on appelle le percentile. Donc, le percentile, c'est à quel rang se trouve cette vulnérabilité par rapport à toutes les autres. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire, OK, si je suis à un percentile rank, par exemple, de 98,3, ce qui est le cas en haut dans mon schéma ici, ça veut dire que je n'ai que 1,7% des vulnérabilités, des CVE, qui sont au-dessus de celle-ci. Et en fait, ça donne une bonne idée de la répartition et du rang de cette CVE dans toute la liste des CVE avec un calcul EPSS. Pour moi, cette information est plus utile, notamment dans le cadre où on voudrait utiliser EPSS pour faire, on va dire, de la priorisation. Parce que quand on veut prioriser, quand on a un stock de vulnérabilités qui a, par exemple, j'en sais rien, 100 000 vulnérabilités, et que l'on veut en traiter que 2%, du coup, utiliser la probabilité, c'est pas si simple que ça. Alors qu'utiliser en fait le rang de cette vulnérabilité dans mon stock, c'est bien plus représentatif. Donc à voir, mais moi je trouve que le percentile est sous-utilisé comparé en fait à la probabilité. Tout le monde vous parle de la probabilité entre 0 et 1, et pour moi elle ne représente pas grand-chose, notamment dans le cadre d'un système de rémédiation qui voudrait prioriser. Mes observations, mes conseils, et là, si vous me suivez un peu sur LinkedIn, vous savez que je suis pas d'accord avec pas mal de gens sur tous ces trucs-là, mais c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord dans la vie. Il vaut mieux avoir un avis que pas du tout. EPSS peut pas être utilisé comme seul critère, parce qu'en fait, il est à la fois imprécis et inconsistant dans le temps. Là, je vous ai mis deux exemples assez représentatifs. Donc, pour info, la deuxième, la CVE 2022, c'est une CVE qui avait touché VMware et qui avait été ESX et qui avait été non, c'est pas ESX, c'est un outil VMware, je sais plus lequel, mais c'est pas ESX, mais qui avait été vraiment utilisé en masse par les groupes d'attaquants. Et en fait, le calcul, la façon de calculer en fait EPSS fait que c'est pas forcément consistant dans le temps, et à la rigueur, ça c'est pas très grave, mais surtout, il peut se trouver des jours
avant que en fait le score EPSS en probabilité se rapproche de 1 et vous alerte sur le fait qu'en fait une CVE va être utilisée. Et ça, c'est pour moi un problème parce que je vois des clients qui disent « Ah, mais EPSS, c'est génial, j'utilise EPSS pour faire ma prio. » Ouais, mais avec EPSS, vous avez au moins 4-5 jours de retard. Donc après, ça peut correspondre à votre modèle, mais dans la plupart des cas, c'est bien trop tard. Donc, n'utilisez pas EPSS seul. Je ne dis pas que EPSS n'est pas utile. Je dis que utiliser EPSS seul est une erreur, ce qui est deux choses différentes. EPSS fait partie des critères d'évaluation, mais ne peut pas être considéré de façon unitaire. Et puis, il y a une des raisons aussi quand vous regardez la formule en fait mathématique utilisée, la pondération, notamment des attributs, même s'il y a des choses qui sont pas très claires dans la formule, ou du moins incomplètes, le critère du vendeur, en fait, surpondère la proba. C'est-à-dire que si vous êtes, en gros, sur un produit Microsoft et IBM, vous allez avoir une note extrême tout de suite. Si on parle de Log4Shell, bah, en fait, pourquoi ça a mis du temps? Bah, parce qu'en fait, c'était ni Microsoft ni IBM. Donc, OK, je suis d'accord, les ransomware, par exemple, vont plus utiliser du code sur des environnements Microsoft, pas de problème. Mais le vendeur, on peut le prendre en compte, mais j'ai l'impression qu'en fait, la formule mathématique surpondère en fait cet attribut, ce qui fait que ça peut avoir, on va dire, un impact un peu bizarre sur le résultat. Vous avez un site où vous avez tout un tas de documents sur comment faire de la prédiction, enfin, notamment c'est une page du First. Je vous invite à y aller si c'est des choses qui vous intéressent. Il y en a certains où il faut se rappeler ses cours de mathématiques de l'école ou de l'université, mais c'est des choses hyper intéressantes. Et en tout cas, au moins, on peut dire que le PSS, au moins, est une tentative et que c'est mieux que rien et que tant mieux si le First fait ça. Mais encore une fois, ça ne peut pas être utilisé tout seul. Pour terminer, CISA-Kev. Donc CISA-Kev, là par contre, c'est pas géré par le First, c'est géré par le CISA, qui est, alors je vais faire une version très très simple et simplifiée, qui est en gros l'équivalent un peu de l'ANSSI, on va dire, aux États-Unis. C'est pas exactement ça, mais on va faire simple. On va considérer que ça correspond en fait à l'ANSSI, mais aux États-Unis. Et donc, ils vont fournir un certain nombre d'outils, d'informations, de reports liés à des situations, à des attaques ou à des failles, un petit peu comme le fait l'ANSSI en France. Et ils ont créé ce qu'on appelle le KEV, Non-Exploited Vulnerabilities, qui consiste en fait à fournir une liste de CVE dont l'exploitation est avérée. Donc là, quand vous allez sur le site du CISA-Kev, vous avez une liste de CVE pour faire des requêtes sur un certain nombre d'attributs, notamment sur les vendeurs d'ailleurs. Et quand vous cliquez dessus, vous avez en fait pas énormément d'informations, mais en fait, la vraie information qui est intéressante, c'est de dire cette CVE a une exploitation avérée, un usage avéré en fait, et on sait qu'elle peut être exploitée de façon active. Là où ça manque un peu de précision, c'est que vous voyez, il y a un attribut qui dit est-ce que c'est utilisé dans une campagne de ransomware? Cet attribut-là qui est super intéressant, en fait, qui pourrait être super intéressant, est très rarement renseigné par manque d'informations et n'est pas forcément mis à jour par manque d'informations. Mais au moins, on sait que cette vulnérabilité, typiquement, est exploitable au niveau du CISA-Kev. Pour info, il y a quand même un filtre et un tri assez fort au niveau du CISA. Ce qui veut dire que c'est très utile pour de la CVE et considérer si elle est exploitable ou non. Néanmoins, il y a tout un tas de critères qui font que toutes les CVE ne sont pas forcément traitées au sein du CISA-Kev. Notamment, il faut qu'il y ait un numéro de CVE attribué, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes sur des exploitations assez rapides d'un certain nombre de failles et de vulnérabilités sur les systèmes. Mais encore une fois, c'est un très bon référentiel. Il est incomplet, mais c'est un très bon référentiel.
À nouveau, vous pouvez télécharger l'ensemble des informations. Vous avez en fait un fichier CSV. Donc actuellement, vous avez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 1600, 1700 entrées dans ce fichier. Donc vous avez un certain nombre d'informations à l'intérieur. J'aurais aimé aussi que le CISA fournisse, au-delà du vendeur et du product, la chaîne CPE rattachée au vendeur et au product, ce qui aurait permis de faire un lien technique plus rapide avec ce qu'on retrouve au niveau du NVD. Mais bon, on a à minima le numéro du CVE-ID, ce qui permet quand même de faire une relation 1 pour 1. Mais voilà, ça aurait été intéressant de fournir les filtres CPE qui concernent les produits. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez vous abonner par mail et recevoir une notification dès lors qu'il y a une nouvelle entrée qui arrive dans le CISA-Kev, ce qui peut être utile voilà, si vous n'avez pas forcément envie de télécharger et de traiter tous les jours le nouveau fichier. À nouveau, c'est des informations qui, en théorie, si vous n'avez pas envie de faire des traitements manuels, c'est des informations que vous allez retrouver au niveau de la plupart des outils qui font du traitement des vulnérabilités, parce qu'ils vont récupérer l'information, ils vont faire un lien 1 pour 1 avec le NVD et vous dire si cette CVE fait partie du catalogue ou non. Donc, conclusion pour le CISA-Kev, très bon référentiel, à mon avis, très utile pour faire de la prio. L'avantage, c'est qu'ils ils ont des équipes qui permettent de faire une veille assez active. Donc, quand vous avez une entrée dans ce catalogue, c'est quand même quelque chose qui a été vérifié, j'allais dire manuellement, entre guillemets. Mais bien sûr, à nouveau, ça ne concerne que les nouvelles CVE. C'est-à-dire que si vous avez une CVE qui est ancienne, parce que c'est assez, j'allais dire, récent par rapport à l'échelle de traitement des CVE, mais des anciennes CVE, elles sont rares. Imaginons qu'elles sont exploitées. Je suis pas certain qu'il y ait le même niveau de réactivité de la part du CISA par rapport à des vieilles CVE. Donc, c'est un bon référentiel, pas de problème, mais gardez aussi en tête un autre élément, c'est une vue binaire, c'est-à-dire est-ce que c'est exploitable ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une exploitation, pardon, ou pas. Pas est-ce que c'est exploitable ou pas. Conclusion, 2-3 éléments. Je vous invite à aller sur le site d'Acuity si vous avez des questions, si vous avez des demandes par rapport au traitement des vulnérabilités et comprendre ce que fait Acuity, notamment dans le cadre d'implémentation de ce qu'on appelle un VOC, un Vulnerability Operation Center. Je vous invite à suivre les pages qui concernent les webinars Identity Days, que vous savez que les Identity Days, à la base, c'est un event, mais que maintenant, on réalise des webinars très réguliers sur, bien sûr, la gestion des identités, mais aussi la cyber tout au long de l'année. À ce propos, vous avez le prochain webinar en janvier qui sera sur la thématique phishing, MFA et protection des identités au niveau du cloud. Donc, vous donnez des éléments avancés sur l'authentification forte et en quoi ça a un intérêt et pourquoi il faut le faire, notamment pour limiter les impacts du phishing. Et puis, un autre élément important qui arrivera l'année prochaine, en fait, l'Acadime va organiser le premier B-Sides Paris en avril prochain, et pour être plus précis, le 4 avril. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la communauté B-Side, mais c'est une communauté mondiale qui est pas liée principalement à la gestion des identités, qui est en fait pure sécu. Donc, vous avez des B-Sides dans le monde entier, à Vegas, à Londres, à Barcelone, etc. Il n'y en avait pas à Paris. Et les gens de B-Side nous ont demandé, les gens qui gèrent B-Side, qui est à la base américain, nous ont demandé si on voulait bien organiser le B-Side Paris. On a dit oui. Et donc, on va avoir un événement pur sécu, pur cyber, le 4 avril, qui sera décalé comme doivent l'être les événements B-Side. Et on vous donnera plus d'informations très rapidement. Mais je vous invite à aller sur
le site web et à renseigner votre email pour recevoir les informations si ça vous intéresse. Il y aura du CTF, il y aura de la conf ardue. Pourquoi c'est important de d'avoir les informations rapidement? C'est que en fait, on va limiter à 100 personnes, parce que c'est la première fois qu'on l'organise et on va limiter uniquement à 100 personnes l'accès à B-Side Paris. Donc voilà, si vous travaillez dans la sécu, dans le reverse, dans ce genre de choses, ça sera l'endroit où être, mais on ne pourra pas accueillir tout le monde malheureusement, en tout cas pour la première édition. Et je vais donc maintenant passer à la partie Q&A. Alors, j'ai une question. Bonjour, pouvez-vous nous donner certains outils pour le test de vulnérabilité sur l'infrastructure informatique, site web et domaine? Alors là, il y en a tellement. Ça dépend, ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire. Mais en gros, la question, c'est voilà, quel outil je peux utiliser pour faire des tests de vulnérabilité, que ce soit en interne, que ce soit en web, que ce soit sur la partie domaine. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des outils commerciaux, il y a des outils open source, très bien. Mais globalement, vous allez, je sais pas, sur la partie, on va dire réseau interne, Nmap fait bien le boulot. Si vous voulez plutôt faire de la sécurité applicative web, Burp est un très bon outil. Donc là, je parle de choses open source. À côté de ça, vous avez des outils commerciaux qui sont très très bien, que ce soit Tenable, Qualys, Rapid7, c'est des bons outils de scan. Vous avez aussi des outils spécialisés dans tout ce qui est attaque externe, c'est-à-dire attaque vue de l'extérieur d'une certaine façon. Donc, je pense notamment à des Français, Patrol, qui ont un outil qui permet de faire du pen test sur la face externe de votre site de façon automatisée. Et puis aussi, vous avez à rattacher à ça toutes les pratiques liées au bug bounty, que ce soit avec Yes We Hack, Gosha. Donc, cette question est vraiment très large. Ce qui implique aussi l'existence. Pourquoi, en fait, ce qui explique aussi pourquoi un outil comme Acuity existe, c'est qu'en fait, vous avez généralement tellement d'outils à votre disposition et une entreprise en a généralement plus d'une dizaine quand on fait le tour, parce qu'il y a aussi des erreurs potentiellement dans le code, des erreurs de config sur Docker, des erreurs de config sur vos applications SaaS. Et en fait, vous avez des scanners qui sont généralement spécialisés dans l'un ou l'autre de ces environnements. Et en fait, ce que fait Acuity, c'est qu'il récupère tout ça, il le centralise et il vous donne un moyen de normaliser et de comparer en fait l'ensemble des failles. Voilà, donc il y a des outils, il y en a plein pour faire des tests des vulnérabilités. Alors, j'ai une question, mais je la comprends pas en fait. Donc je vais la passer. Autre question. Quand c'est que le CVSS 4 va être mis sur le NVD? C'est-à-dire, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, pour l'instant, le NVD ne calcule les scores CVSS qu'avec la partie 3.1, enfin 3X. Je ne sais pas, en fait, quand c'est que ça va être disponible. La formule existe, ils sont d'ores et déjà en capacité d'évaluer la sévérité avec CVSS 4. Pour l'instant, ils ne le font pas, mais il faut aussi comprendre que c'est des organismes différents, en fait. C'est pour ça que j'ai passé un peu de temps sur vous expliquer les organismes rattachés à ces différents concepts, parce que vous l'avez bien compris, le CVSS, la formule rattachée à CVSS, c'est pas Mitre, c'est pas le NVD, c'est en fait le first. Donc après, libre ou non que les autres organisations, notamment américaines, utilisent la nouvelle version de CVSS ou pas. Est-ce qu'ils vont le faire un jour? Oui, je vois pas comment ils pourraient ne pas le faire. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont adopter la nouvelle nomenclature. Et dans tous les cas,
même si vous avez rapidement, disons, la notation CVSS 4 qui arrive au niveau du NVD, ils continueront la notation CVSS 3.1 parce qu'en fait, c'est là-dessus que se basent la plupart des organisations depuis des années et des années. Donc, vous ne pouvez pas en fait changer le score comme ça. Vous devez garder le score en continuité. Donc, ça veut dire qu'il est vraisemblable que pendant 1, 2 ans, 3 ans, en fait, les organisations aient à gérer 2 scores, la version 3.1 et la version 4, le temps de mettre à jour les process, les, euh, les éléments d'évaluation, etc., etc. Pas une question à proprement parler. Merci. Très intéressant. Eh ben, c'est gentil. Euh, on arrive. J'ai dépassé légèrement l'horaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à aller sur le site web d'Acuity si vous avez des questions sur le traitement des vulnérabilités. Et n'hésitez pas aussi à nous donner des idées de webinaires, des idées de thématiques. Donc ça, c'est un élément important parce qu'en fait, les thématiques, on les choisit en fonction de ce que les gens nous disent. Et voilà, n'hésitez pas à faire ce type de retour. C'est très important pour nous et très intéressant pour choisir les prochaines thématiques. Bonne fin de journée, à très bientôt et passez d'excellentes fêtes. Et on se retrouve en 2024 pour la nouvelle saison des webinaires Identity Days. Bonne fin de journée, au revoir.